La TVT au cœur de l'information. Au sommaire de ce journal, le projet des transferts monétaires de l'ANADEB, à quoi ont servi ces fonds octroyés aux populations. Nous irons dans un instant dans le canton de Péchou à la rencontre des bénéficiaires. Le gouvernement togolais vient de mettre à la disposition des producteurs agricoles des 5 régions du pays 500 millions de francs CFA, ceci à travers l'opération Avance sur commande lancée par l'ANSAT. Les détails dans ce journal. Remise d'épaulettes de sous-lieutenant aux élèves de la 24e promotion de l'école de formation des officiers des forces armées togolaises de PIA. C'est le tout premier grade dans le parcours des officiers après 2 ans de formation. Et puis culture, littérature avec la sortie d'un nouvel ouvrage intitulé « Si tu savais ». Un recueil de poèmes qui vient d'être publié et qui porte la signature du professeur Kouméalo Anaté et que nous avons justement sur ce plateau. Bonsoir professeur. Bonsoir. Et à tout à l'heure. Merci. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Le projet des transferts monétaires de l'ANADEB a pris fin il y a quelques mois. Comment les fonds octroyés ont été gérés par les populations. Direction canton de Péchou dans la préfecture du Bas-Mono avec la ministre en charge du développement à la base pour en savoir plus. Et que Salah y était également. Voici son reportage. En plus des activités champêtres, Madame Toutouvi fait désormais dans l'élevage. Capital social de cette nouvelle entreprise, 125 000 francs CFA perçus grâce au transfert monétaire de l'ANADEB. Aujourd'hui, elle ne regrette rien. Grâce à cet argent, j'arrive à payer la scolarité de mes enfants. Acheter les denrées alimentaires n'est plus un problème. Nous encourageons le gouvernement à continuer ainsi. Ce fonds m'a permis d'acheter une machine à coudre pour exercer mon activité. Aujourd'hui, j'arrive à subvenir aux besoins de mes enfants. Merci à ANADEB. Elle a diminué un peu nos souffrances. Comme ces femmes, ils sont nombreux dans le canton de Pétou à tirer profit des transferts monétaires. Ce projet est arrivé à terme il y a quelques mois. C'est à juste titre que le ministre en charge du développement à la base est venu prendre contact avec ses bénéficiaires. Ces visites nous permettent de mieux comprendre les populations, de garder un lien avec ces populations vulnérables et pauvres qui bénéficient des différents programmes du gouvernement. Nous avons une appréciation réelle et concrète de ce que l'on fait avec l'argent des transferts monétaires et ça c'est important. Le rôle que joue l'ANADEB dans l'éducation des bénéficiaires est visible et très perceptible dans les témoignages que nous avons reçus auprès des populations. Dans le cadre du projet des filets sociaux et services de base, le dispensaire de Pétou est réhabilité et équipé. Depuis sa réhabilitation, les prestations de soins ont presque doublé, surtout le taux d'accouchement. Ceci grâce au programme Wezu lancé par le gouvernement il y a bientôt 1 mois. L'opération Avance sur commande est lancée par l'ANSAT, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo. C'est une initiative du gouvernement de 500 millions de francs CFA au bénéfice des producteurs agricoles des 5 régions du pays et remboursable en nature après les récoltes de maïs uniquement. La cérémonie s'est déroulée à Fulani Kopé dans la préfecture de Zio. Tiazinambaga. Fulani Kopé, préfecture de Zio, un des grands greniers à maïs du Togo.
Ici, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, met en branle l'opération Avance sur commande. Coronavirus oblige, respect strict des gestes barrières, présentation patte blanche, le pass sanitaire. Voilà pour la forme. Pour le fond, c'est une enveloppe de 500 millions de francs CFA que le gouvernement met à la disposition de l'ANSAT pour préfinancer la campagne d'achat de céréales 2022. Nous sommes en période vulnérable au cours de laquelle les paysans ils perdent le contrôle de leurs activités. Ils doivent avoir une main-d'œuvre qualifiée et qui devient très chère. À cela s'ajoutent les effets de Covid, donc c'est une contrainte majeure. Et c'est ça qui a poussé le gouvernement à prendre cette initiative pour éviter le bradage des stocks en milieu paysan. S'il n'y a pas un tel appui, les gens viendront acheter le maïs à coût dérisoire et finalement ils vont faire marcher tout le monde. Quand ils arrivent à faire d'importantes quantités de stocks, ils jouent sur les prix pour créer l'inflation que nous avons connue cette année. Donc cette initiative vise à protéger les producteurs contre le bradage de leurs produits. Et ça permet au Togo aussi de fixer les stocks sur le territoire pour une meilleure gestion de façon à pouvoir maintenir ou garantir la sécurité alimentaire pour les consommateurs. Le troisième point, justement, c'est les facilités que trouve l'ANSAT dans les opérations de reconstitution de stock. Cette opération de préfinancement concerne uniquement le maïs blanc. En ligne de mire, environ 3000 tonnes de cette spéculation stratégique pour le pays. Voilà pourquoi l'ANSAT veut ratisser large pour atteindre le maximum de producteurs sur toute l'étendue du territoire national. Le premier portefeuille concerne tous les producteurs qui sont installés dans les ZAP. À ce groupe de producteurs s'ajoutent les gros producteurs et les organisations paysannes qui ont des exploitations de grande taille. Donc à tous ces producteurs, ils pourront bénéficier d'une avance sur commande de 8 500 000 francs CFA qu'ils vont rembourser courant décembre, janvier prochain. Et pour les 8 500 000 francs, ils remboursent 50 tonnes de maïs. Le deuxième portefeuille va prendre en compte tous les producteurs qui ont des exploitations de moyenne taille et qui arrivent à dégager à l'issue de la campagne 2, 3, 4, jusqu'à 10 tonnes et même plus 15 tonnes. Donc à ces producteurs, on accorde une avance sur commande de 340 000 francs CFA à 1 700 000. C'est-à-dire qu'en décembre prochain et en janvier, ils vont rembourser. Pour ceux qui ont pris 340 000 francs CFA, ils vont rembourser 2 tonnes de maïs. Et pour ceux qui ont pris 1 700 000, ils rembourseront 10 tonnes. Et puis le troisième portefeuille concerne ce qu'on appelle les petits producteurs ou les producteurs vulnérables. C'est des acteurs qui ont des exploitations de très petite taille. À ces gens, on va consacrer un montant de 170 000. Et en décembre, janvier prochain, ils vont rembourser 1 tonne. Cette initiative novatrice préventive du gouvernement qui vise également à gérer au mieux la pression exercée par les pays voisins sur la production agricole nationale est bien appréciée par les producteurs venus des 5 régions du Togo. Ici à Flanokopé, on a reçu 13 600 000 francs pour rembourser 80 tonnes. L'argent va nous permettre de ne pas brader nos produits agricoles. Donc on dit vraiment grand merci au chef de l'État, son Excellence Faure Gnassingbé et son gouvernement qui sont derrière la population paysanne au Togo. Nous sommes à la fin de la rentrée scolaire avec les 500 millions. Ça permet, n'est-ce pas, de nous envoyer nos enfants à l'école paisiblement et puis continuer, n'est-ce pas, les récoltes qui ont démarré. Et puis avec ça, ça nous permettait, n'est-ce pas, de nous mettre à l'aise. Donc c'est sur cette base que le chef de l'État a compris vraiment le problème de tout un paysan. Il sait ce qui se passe, il fait d'une manière qu'on soit quand même à l'aise. L'autre sujet phare abordé, la prévention de la pandémie du coronavirus en milieu paysan. Le directeur général de l'ANSAT a insisté sur le bon port des bavettes et le lavage des mains.
Il a exhorté l'ensemble des producteurs à aller se faire vacciner afin d'atteindre rapidement l'immunité collective, gage d'une reprise normale prochaine des activités champêtres. Les travaux d'aménagement de la nationale numéro 5 Lomé-Palimé sont en cours. Il est également prévu le renforcement de la voirie urbaine de la commune Cloto 1. Qu'est-ce qui est concrètement fait sur place? Voyons cela avec Tchazina Baga. Elle s'appelle Bassandji, longue d'à peine 1,1 km. En temps normal, elle semble calme, paisible, inoffensive. Et pourtant, la seule évocation de son nom ici à Palimé provoque terreur et effroi. Et pour cause. Bassandji nous dérange beaucoup à Palimé. Lorsqu'elle déborde, elle emporte nos biens et même des riverains. Bassandji est très dangereuse. Bassandji tire sa puissance de sa position en contrebas de la ville qui fait d'elle le plus grand collecteur des eaux de ruissellement qui dévalent des hauteurs environnantes en toute vitesse. C'est pour optimiser ce rôle naturel de collecteur que le gouvernement a décidé d'en faire un grand canal de drainage. L'initiative est inscrite dans le vaste plan d'aménagement et d'assainissement de la voirie urbaine dans la ville de Palimé, exécuté par l'entreprise Ebomaf. Sur toutes les rues, il est prévu de réaliser des caniveaux de part et d'autre. Et ces caniveaux également sont reliés par des dallots, les ouvrages hydrauliques. Et le plan d'assainissement prévu est de canaliser toutes les eaux des rues vers un canal. Ce canal est destiné à conduire les eaux collectées des rues vers l'exutoire final qui est la rivière. Réalisés déjà à 30%, les travaux d'aménagement du canal de Bassandji consistent essentiellement au redressement du lit en béton armé sur une largeur de 7 à 9 mètres. L'idée est de renforcer la capacité de collecte des eaux et sécuriser les activités socio-économiques des riverains et des usagers. Lorsqu'elle n'était pas aménagée, elle dégageait une mauvaise odeur. Mais maintenant, les travaux d'aménagement ont permis d'éviter cette odeur. Nous sommes contents et souhaitons que les travaux aboutissent rapidement. Avant ça sent. Les gens prennent les ordures pour verser dedans. Maintenant, l'eau passe et ça ne sent plus maintenant. Avant les travaux, l'eau stagnait devant mon atelier. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Les travaux sont en bonne voie. D'ici quelques mois, la ville sera encore très belle. On tient par ce biais à remercier le chef de l'État qui a promis lors des élections à faire de la ville de Palimé une ville très attrayante. Ville attrayante, mais aussi centre urbain moderne, respectant l'environnement. Les travaux d'aménagement de la voirie et d'assainissement de Palimé donnent des idées novatrices aux autorités locales. Le grand canal d'Agbachande qu'on est en train de curer, de Texaco jusqu'au monument aux morts. Et tout sera reboisé, électrifié. Et ça va donner un nouveau visage à la ville de Palimé. Donc nous voulons créer un microclimat en reboisant toutes les rues de Palimé, en reboisant tous les grands artères, afin que nous puissions rapidement participer également à résoudre les problèmes écologiques qui se posent donc à la commune de Palimé. Les travaux d'aménagement et d'assainissement de la voirie urbaine dans la ville de Palimé font partie intégrante du grand projet de réalisation de la route nationale numéro 5, Lomé-Palimé, longue de 114 km. Ce chantier phare du gouvernement est prévu pour une durée de 36 mois. Délai déjà consommé 14 mois pour 45% de taux d'avancement des travaux. On en vient à présent à ces audiences accordées par Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbé à une délégation des responsables du Centre d'études de la famille africaine en population, santé et développement, conduite par son directeur général Mamadou Diko. La chef du gouvernement a également conféré avec le cabinet d'audit et de conseil Deloitte. Cette délégation a été conduite par son directeur général Afrique francophone, Emmanuel Gadré. Le point avec Komou Poyoté. Quelles dispositions mettre en place pour faire du Centre d'études de la famille africaine en population, santé et développement CFAPSD un centre d'excellence de la CEDEAO en charge de la formation en santé et reproduction
autonomisation de la femme en VIH-Sida et en démographie. La question était au centre des échanges entre Madame le Premier ministre Victoire Tombega-Dobé et l'administrateur général de CFAPS en exercice depuis 1990 à Lomé. Notre souhait est de faire du CFAPS de Lomé un centre d'excellence de la CEDEAO qui devrait être au niveau de l'espace CEDEAO, un centre reconnu par l'organisation en tant que centre d'excellence, offrant des services de formation dans le domaine de la santé et de la reproduction, dans le domaine de l'autonomisation de la femme, dans le domaine du VIH-Sida, dans le domaine du dividende démographique. Ce sont des questions qui sont des questions essentielles, qui interpellent nos gouvernements et nos populations, puisque quand on parle de centre de la reproduction, on parle de planification familiale, on parle de population et développement. Et je suis heureux que sur ce plan-là, nous avons l'appui du gouvernement togolais, que le Premier ministre vient de nous réitérer, et je voudrais la remercier de tout du fond du cœur, et le compte d'administration pour cet appui. Le chef du gouvernement a ensuite discuté avec le directeur général de Deloitte Afrique francophone spécialisé dans l'audit et le conseil. L'entretien a porté sur les modalités à mettre en place par ce cabinet pour soutenir les actions du gouvernement togolais en matière d'exécution des projets de développement. On a essentiellement eu un échange de vues sur la stratégie en matière de développement économique que son gouvernement entend mettre en œuvre. Quelles priorités, dans quel secteur, à quelle échéance. Madame le Premier ministre a été très insistante sur son désir d'accélérer la mise en œuvre d'un certain nombre de projets, d'accélérer l'exécution, leur donner une vie concrète très rapidement. Et donc, très précisément, sur ces sujets, sur un certain nombre d'entre eux, en tout cas, nous sommes capables, en cas de besoin, de mobiliser les expertises nécessaires, justement, pour permettre cette accélération de l'exécution des projets. Le Premier ministre s'est félicité de la qualité de ces rencontres qui viennent appuyer les efforts du gouvernement en matière de bonne gouvernance. La 24e promotion de l'école de formation des officiers des forces armées togolaises de PIA vient de recevoir ses épaulettes de sous-lieutenants. Ceci après 2 ans de formation. Ils sont désormais aptes à commander une section militaire. Nestor Mouzou nous en dit plus. À la fin de leur première année d'instruction, les élèves de l'école de formation des officiers des forces armées togolaises et FOFAT de PIA sont soumis à un exercice de baptême. Cet exercice consiste à donner un nom et un parrain à leur promotion. Cette tradition a été encore respectée cette année. La 25e promotion, qui entame sa 2e année de formation, a été baptisée Loyauté et est parrainée par le président de la République, Faure Sejomna Nyazingbe. Cette 25e promotion est entrée à l'EFOFAT le 26 décembre 2020 avec un effectif de 71 stagiaires issus du Togo et d'autres pays africains. Une fois baptisés, les élèves officiers de l'EFOFAT doivent veiller à être à l'image de leur nom et de leur parrain. La cérémonie de baptême n'est que l'avant-goût d'une autre cérémonie, celle du moment le plus attendu par les élèves officiers après 2 ans de formation, le port des épaulettes du grade de sous-lieutenant. Ce grade est la première marche au sein des officiers et donne droit à commander une section militaire. Chers élèves officiers de la promotion 2 février, vous avez pu, grâce à votre persévérance, votre volonté, votre endurance et surtout votre détermination, transcender allègrement tous les obstacles et juguler toutes les difficultés du métier des armes pour honorer votre engagement et réussir votre formation au sein de cette grande institution. La 24e promotion a commencé sa formation à l'EFOFAT le 22 septembre 2019. 61 élèves sont arrivés au terme de cette formation. Cette vague porte comme nom de baptême 2 février et a pour parrain le général de division aérienne Zakari Nandja, ancien chef d'état-major des FAT, ancien ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hydraulique villageoise. Cher Fiol, aujourd'hui marque votre journée triomphale. Vous devez constamment garder à l'esprit certaines valeurs, la discipline et surtout le respect dû aux anciens, source d'expérience non écrite dans les manuels. La rigueur pour vous-même et pour vos éléments.
la justice, l'équité et l'honnêteté. Comme professionnel du commandement, vous ne pourrez être des leaders que si vous êtes vous-même des exemples. Tout en félicitant les nouveaux sous-lieutenants, le chef d'état-major général des FAT s'est appesanti sur le vote en décembre 2020 à l'Assemblée nationale de la loi sur la programmation militaire 2021-2025. Loi historique qui consacrera de profondes mutations dans le quotidien de nos unités. Et les sous-lieutenants arriveront dans les unités pour toucher du doigt les mutations qui s'y opèrent. Ces mutations sont des réponses aux changements constatés dans notre environnement géostratégique immédiat avec la montée du terrorisme dans le Sahel, la percée remarquable de la piraterie maritime dans le golfe de Guinée et le développement des réseaux de criminels avec les trafics de tout genre. C'est pourquoi il faut adapter notre outil de défense aux contraintes sécuritaires. La formation à l'EFOFAT s'inscrit dans les priorités de cette loi qui a pour objet de planifier davantage les dépenses militaires en vue d'améliorer progressivement la qualité du personnel, du matériel, afin de faire de notre institution un instrument efficace au service de la paix et de la sécurité au Togo. L'EFOFAT a ouvert ses portes le 6 novembre 1995 avec une première promotion constituée uniquement que des Togolais. Elle a accueilli les élèves officiers des autres pays à partir de septembre 1998. De sa création à ce jour, l'EFOFAT a formé 750 officiers, dont 210 de nationalité étrangère. L'environnement et le réchauffement climatique, une préoccupation de l'heure pour des dirigeants du monde entier. Il urge de prendre des dispositions pour réduire les effets liés à ce phénomène. Et dans ce sujet qui va suivre, on va les voir, des jeunes qui passent à l'acte de sensibilisation en faveur du climat. Au Kenya, des militants pour le climat étaient dans les rues de Kisumu, dans l'ouest du pays. Ce vendredi, ils étaient des dizaines à demander des mesures plus énergiques du gouvernement pour enrayer le changement climatique. La grève du climat vise à sensibiliser les citoyens à l'élimination correcte des déchets et à dire non au plastique. C'est une bonne chose que nous soyons unis pour lutter pour notre grand lac. C'est maintenant, nous devons laisser le lac Victoria respirer à nouveau. Joignant le geste à la parole, les jeunes militants ont ramassé des détritus tout au long de la marche. Ici, au bord du lac Victoria, nous avons vu beaucoup de déchets, principalement du plastique, des couches et tout cela. Nous devons nous rassembler et aborder les problèmes et nettoyer notre écosystème parce qu'au bout du compte, la saleté que nous donnons au lac nous revient à travers les poissons que nous mangeons. Ce rassemblement faisait partie d'une grève mondiale pour le climat du mouvement Fridays for Future. L'actualité, c'est aussi la maladie à coronavirus. Ceci nous amène en Guyane. Le ministre français des Outre-mer, Sébastien Lecornu, s'est rendu à l'hôpital de Cayenne pour faire un point sur la situation et rencontrer plutôt les enseignants. Les autorités sanitaires annoncent un taux élevé de décès. On parle même d'un niveau de décès jamais atteint. Cela fait bientôt 15 jours que ce petit garçon est hospitalisé pour cause de coronavirus. Partout en Guyane, les enfants en bas âge sont de plus en plus nombreux à développer des formes graves. Une première qui a poussé cet hôpital à ouvrir une unité spéciale. Malheureusement, le personnel soignant est insuffisant. Au service de réanimation, même scénario. Les médecins n'ont plus le choix, ils doivent trier les patients. On a un pic aujourd'hui épidémique qui est très élevé dans l'ouest guyanais et on a beaucoup de patients Covid et qui nécessitent vraiment une hospitalisation donc, dans les services de soins continus et réanimation. Un peu plus loin de là, un autre service est débordé. Avec 4 à 5 morts par jour, la morgue de Saint-Laurent-du-Maroni n'est plus assez grande. Là aussi, il a fallu s'adapter en urgence. Cet espace va accueillir le prochain conteneur réfrigéré qu'on va mettre pour accueillir entre 10 et 12 corps. Selon Santé publique France, c'est bien le faible taux de vaccination qui est en cause. La Guyane compte seulement 30% de primo-vaccinés contre 70% en métropole. Une réticence qui touche aussi le corps hospitalier. Seule la moitié des infirmiers et moins d'un quart des aides-soignants sont vaccinés.
À Kourou, ceux qui refusent la vaccination se sont même mis en grève devant l'hôpital contre l'obligation vaccinale. À ce jour, samedi 25 septembre 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 25 163, 80 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 22 027, 269 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 2 914. Et le nombre de décès est de 222. 3 nouveaux décès depuis hier chez les personnes non vaccinées porteuses de comorbidité. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Et je vous l'annonçais en titre, nous sommes sur ce plateau avec professeur Koumeyalo Anaté, écrivaine, auteur du recueil de poèmes « Si tu savais ». Bonsoir, professeur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, merci beaucoup. Alors, vous êtes à votre 6e œuvre littéraire et c'est le 4e recueil de poèmes que vous venez de publier. Pourquoi avoir intitulé ce chef-d'œuvre « Si tu savais » ? Alors, « Si tu savais », c'est un titre qui en dit long et qui dit beaucoup de choses en même temps. Ce serait trop long à expliquer. En réalité, les 26 poèmes que compte ce recueil, chacun des poèmes aurait pu s'intituler « Si tu savais ». Et par ce titre, en fait, je m'adresse à chacun d'entre nous, à tout le monde. Si tu savais, tu n'aurais pas fait. Je pense qu'il y a une certaine ignorance qui nous amène à faire des choix parfois destructeurs pour nous-mêmes et pour les autres. Si tu savais l'importance, la valeur de la vie, tu en prendrais davantage soin, la valeur de la paix, la valeur des choses. Voilà, tu éviterais la vanité. Les leçons, tu apprendrais, les leçons de la vie, les leçons de la nature. Voilà, c'est vraiment un titre qui porte le message, les thèmes, les différents thèmes qu'aborde ce recueil. Okay. Et d'où vous vient cette inspiration? Est-ce que vous avez vécu tout ce qui est dit à travers ces vers? Alors, les sources d'inspiration d'un écrivain, c'est tout. Tout nous inspire. Nos propres vies, notre imaginaire, mais aussi le monde qui nous entoure. L'écrivain est quelqu'un qui observe beaucoup. Il est comme un explorateur, on dit souvent, mais c'est vrai. Nous observons beaucoup ce que vivent nos concitoyens, nous intéresse, nous préoccupe. Ce que traversent les sociétés nous préoccupe. Et l'écrivain est témoin aussi de son temps. Donc c'est tout un ensemble de choses qui constituent des sources d'inspiration. Voilà, je m'inspire de tout. Un poème m'a particulièrement marqué, celui titré « Si tu savais comme j'ai grandi vite, maman ». Un poème très émouvant que vous avez d'ailleurs déclamé lors du Forum des femmes 2021 organisé le 2 août dernier. On peut en savoir plus sur la problématique abordée? Alors, le poème, c'est le premier poème qui donne d'ailleurs donc son titre au recueil, qui aborde un thème douloureux. C'est la question du viol des filles. Et vous savez, le viol, l'inceste dans nos sociétés, c'est des tabous. Et voilà, il y a souvent un silence coupable sur ces questions. Et ce poème, donc, c'est une fille, je donne la parole à une fille qui est victime d'inceste, ce n'est pas un simple viol. Ici, il s'agit d'inceste, et qui a vécu tout cela toute seule dans le silence. La maman, devant l'indifférence de l'entourage, et la maman qui ne voyait pas la souffrance de sa fille. Et donc, c'est ça, maman, si tu savais ce que j'endurais, si tu savais tous ces cris chaque nuit et tous ces fantômes qui me hantent. Et les mamans, malheureusement, parfois, soit elles ne voient effectivement pas, ou elles sont complices, ou par peur. On fait la sourde oreille. Oui, on fait la sourde oreille, ou par peur, simplement, du poids de la société, du regard des autres, la honte. Dire que mon mari ou mon frère voilà, viole ma propre fille. C'est tellement dur à porter, à supporter, que beaucoup de femmes préfèrent l'ignorance. On n'en parle pas. Et donc, or, à un moment donné, je pense qu'il faut vraiment briser le tabou, donner la parole à ses victimes et faire en sorte que nos sociétés changent. Et quels sont les autres thèmes abordés?
Voilà, alors il y a beaucoup de poèmes, de thèmes qui traversent ce recueil. Donc à part celui-là dont nous avons parlé, le thème de la violence, le thème du viol, nous abordons aussi les questions d'hypocrisie ou de mensonge, la jalousie, la méchanceté. On parlerait des péchés capitaux, n'est-ce pas, qu'on essaie d'explorer. Mais voilà, l'intolérance, mais également des questions plus positives, hein, comme la paix. La paix, la vie elle-même, l'amour, le sacré, l'espérance, la question de solidarité, cette interdépendance qui unit les êtres humains. Et si on était conscient qu'on n'est rien sans l'autre, je pense qu'on serait plus tolérant, plus humble et plus solidaires les uns avec les autres. Et malgré la souffrance et le tableau parfois très sombre que vous peignez dans la plupart des textes, on perçoit toujours une lueur d'espoir. Quel message vous essayez de délivrer? Êtes-vous une grande optimiste? C'est vrai, je suis optimiste de nature, ce qui ne m'empêche pas de voir la réalité des choses, d'être lucide sur ce que traverse notre monde, sur l'être humain. Parce que l'être humain, je suis consciente et je sais qu'en même temps qu'il est capable du pire, il est aussi capable du meilleur. Et donc ici, malgré les drames que j'ai décrits, malgré ce tableau noir comme vous le dites, je ne désespère pas que l'être humain, qui, je suis une croyante foncièrement, qui est créé à l'image de Dieu, qui est la perfection, la sainteté, et que cet être humain va retrouver cette humanité divine qui est en lui, voilà, et donner le meilleur de lui-même. Pour lui-même d'abord et pour la transformation de notre société. Donc c'est pour cela que chaque poème, même quand on aborde les thèmes difficiles, ça finit toujours par une lueur d'espoir, par une note d'espoir, parce que je ne m'avoue pas vaincue. Et sinon, mon écriture n'aurait pas de sens. Sinon, tous les autres combats que je mène avec mes autres casquettes, voilà, le combat associatif et autres, n'auraient pas de sens si je ne croyais pas en l'homme, si je ne croyais pas en sa capacité, voilà, pour un meilleur, de donner le meilleur de lui-même. C'est ça. Et à quand la dédicace de l'ouvrage? Alors c'est ça le problème, nous sommes dans la crise sanitaire qui malheureusement impose son rythme aux choses. Nous avions prévu, l'ouvrage vient de sortir, nous avions prévu une dédicace au début du mois d'octobre, le 3 octobre et à la fin du mois également. Il y avait un café littéraire prévu, malheureusement nous sommes obligés de reporter ou d'attendre de voir un peu plus clair sur l'évolution de la pandémie et des mesures barrières édictées par le gouvernement. En tout cas, nos lecteurs sauront, le moment venu, nous communiquerons là-dessus. Merci, professeur Koumeyalo Anaté, d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que vous êtes l'auteur du recueil de poèmes « Si tu savais ». On peut trouver en librairie, on peut trouver sur Internet. Sur le site de Cube Books. Cube comme un cube, et puis Books en anglais, livre. Vous tapez Cube Books, vous pourrez l'acheter en ligne, ou chez l'auteur, ou chez l'éditeur. C'est publié chez CEPRO. CEPRO, donc on peut le trouver facilement dans les bacs. Absolument. Et merci donc d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Donc l'ouvrage « Si tu savais » à lire absolument. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'édition de 22h30 sera présentée par Abidé Nyassimbe. Je vous souhaite une très belle soirée, bon week-end et à très prochainement.